moi, je vais vous parler effectivement de l'audit d'organisation. En fait, je me situe complètement en amont, effectivement, d'Alain, qui était sur la partie paye et cotisation. Moi, je travaille sur la manière, effectivement, d'alimenter la paye. Je travaille sur la qualité des informations qui vont être transmises à la paye pour faire une paye juste. Il ne suffit pas effectivement de bien calculer les cotisations, il faut aussi que toutes les informations parviennent au service paye. Donc moi je travaille sur la partie, je dirais, fiabilité des informations. C'est d'autant plus important aujourd'hui que, Alain l'a bien expliqué, on n'est plus sur le contrôle du bulletin, comme dans le passé, un à un. On travaille sur des masses, on travaille avec des échantillons. Donc, on ne peut plus se contenter, effectivement, on ne peut pas se dire sur 2000 bulletins, j'en vérifie 10. Il faut être sûr, pour mettre en place cette procédure du contrôle par échantillonnage, il faut être certain qu'au départ, eh bien, on a une fiabilité des informations qui vont arriver effectivement à la paye. Et on se rend compte que c'est pas aussi simple que cela de réaliser la fiabilité de ces informations, qu'il y a dans l'entreprise toujours des populations à risque, bien sûr, et des situations à risque. Population à risque, un exemple, je ne sais pas, pour que l'entreprise, on a par exemple des formateurs occasionnels. Un formateur occasionnel, il vient de temps en temps. Bon, on a une chance sur deux de l'oublier dans le planning, de ne pas l'intégrer. Un CDD, une population à risque, par exemple. Donc, traiter ces populations à risque et les situations à risque, il a parlé par exemple de la sortie du salarié, c'est toujours effectivement une situation à risque. Donc dans ce cas-là, il faut organiser correctement les choses, organiser le départ du salarié, organiser correctement la transmission des informations à la paye pour que la paye soit en mesure de faire une paye correcte. Effectivement, il le disait, des fois j'entends les services, on me dit pourquoi la paye a besoin de la transaction ? Oui, la paye, elle a besoin de la transaction pour pouvoir qualifier effectivement les sommes au regard des cotisations sociales et sur le régime social et fiscal de ces cotisations, par exemple, de ces transactions, par exemple. Donc, la fiabilité est importante. Et la fiabilité, comment on va l'apprécier voilà, au travers de l'objectif de l'évaluation du service, on va essayer de voir effectivement dans l'entreprise, est-ce que les processus sont satisfaisants ? Est-ce que les hommes, entre guillemets, sont également en quantité suffisante et en compétences suffisantes ? Et est-ce qu'on a les bons outils ? Est-ce qu'on a un bon logiciel de paye ? Est-ce qu'on a un bon logiciel de gestion des temps ? Est-ce qu'on a paramétré correctement ces différents outils ? Est-ce qu'on les utilise à plein ? Moi je vois encore énormément de documents papier, de fichiers Excel divers et variés qui sont renseignés, beaucoup d'opérations manuelles. Et on est d'accord quand même qu'on dispose aujourd'hui d'outils très performants, même si on n'a pas encore à appuyer sur le bouton pour avoir évidemment la restitution de l'info, mais quand même, on a des outils performants. Mais souvent, on ne les utilise pas correctement. Comme tout logiciel, on utilise à peu près 15 à 20% des fonctionnalités de l'outil, et le reste, on n'utilise pas, ou on n'utilise pas les nouvelles, les évolutions. On est resté à la version de base du produit, et on n'a pas vu qu'on nous a mis en place tout un ensemble d'autres choses, donc qui ne sont pas utilisées. Donc, moi, je travaille vraiment là-dessus, sur évaluer le service, quelle est mon opinion, effectivement, du service. Et je vais à chaque fois essayer de positionner l'entreprise que j'audite par rapport à son métier, par rapport à son secteur, par rapport à sa taille. Je vais essayer de comparer ce que je vois, ce que j'observe dans l'entreprise, par rapport à d'autres entreprises du même secteur, et me dire, oui, celle-là, effectivement, elle est en fonction de mes observations, elle n'est pas au niveau, effectivement, des entreprises du même secteur. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est d'identifier un certain nombre de risques, d'identifier un certain nombre de points de contrôle qui manquent,
dans l'entreprise et qui font le même objectif qu'Alain lorsqu'il vérifie effectivement la paye et la conformité. Eh bien moi, je vais voir, par exemple, si on peut payer un salarié qui n'est pas là. Très fréquent. Payer un salarié à qui, par exemple, on a fait un contrat de travail, il l'a signé, pas de problème, il n'est pas venu. Voilà, on le paye. Parce que personne ne sait qu'il n'est pas venu. C'est embêtant, par exemple. Hein? Ou on va continuer à payer un salarié parti, même chose. La paye ne sait pas qu'il est parti. Forcément, elle continue à le payer, certes, que de son salaire de base. Il n'y aura pas de variable. Encore que, des fois, on peut lui trouver des primes. Parce que peut-être dans son planning, effectivement, il était paramétré avec des primes, alors il va continuer à toucher ses primes, pourquoi pas. Hein, voilà. Donc, ça, ce sont des risques très, très, très classiques, mais qui existent dans l'entreprise. Et 9 cas sur 10, on l'a déjà rencontré. Ça fait sourire, mais néanmoins, on sait que ça existe. Et chacun d'entre vous l'a déjà rencontré au moins une fois. Donc, identifier ces risques et à chaque fois dire, puisqu'on a détecté ce risque-là, et si c'est un risque fort, comment je peux faire pour m'organiser ? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme contrôle ? Qu'est-ce que je peux modifier dans mon processus actuel pour limiter ce risque ? L'éliminer, c'est encore mieux, mais on sait que dans certains cas, c'est pas possible. Zéro erreur, zéro risque, ça n'existe pas. Mais on va essayer de mettre en place des actions correctives pour effectivement le limiter. Voilà, au travers, on verra tout à l'heure de ce qui s'appelle une matrice des risques. On va rédiger une véritable matrice des risques. On va vérifier l'adéquation des moyens. Est-ce que, si on me dit un salarié fait 4000 payes, c'est possible ? Non. Oui, tout est possible, mais enfin 4000 payes, là pour le coup, il appuie sur le bouton. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'il peut raisonnablement faire 4000 payes ? Moi, je réponds non. Ça me paraît beaucoup. D'accord. C'est pas du tout dans les classiques, dans les observations actuelles. Voilà. Et surtout, je vais rechercher des pistes d'amélioration, effectivement. Comment je peux optimiser les processus ? Comment je peux utiliser au mieux les outils ? Faire des paramétrages. J'ai essayé de gérer par exception. Au lieu de me faire une liste, dans beaucoup d'entreprises, il y a 50 salariés qui n'ont pas la même règle que les autres. Et sur 1000, on va faire une liste avec 1000 salariés. On va mettre pendant 9500 ou 9950 fois non dans la case et oui 50 fois. Mais néanmoins, on va dresser une liste avec les 1000 salariés. Alors que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ceux qui sont standards ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les 50 qui ont une gestion dérogatoire. C'est ceux-là qu'il faut que je vérifie. C'est ceux-là sur lesquels il faut que je mette en place des contrôles renforcés parce que, effectivement, il y a peut-être des risques d'erreur sur cette population-là. Donc ça, ce n'est pas le mode de fonctionnement, ce n'est pas le mode habituel dans l'entreprise. Donc il faut effectivement réapprendre un certain nombre de choses, à travailler peut-être autrement et automatiser un maximum les choses. Utiliser la dématérialisation. Il y a encore un frein aujourd'hui dans l'entreprise. Le papier... c'est important, éditer les choses, vérifier sur le document. Non, on peut faire autrement et avec une qualité, effectivement, qui sera au moins équivalente, si ce n'est meilleure. Donc, je vais vérifier que l'organisation qui m'est présentée est adaptée à la structure de l'entreprise, aussi bien sur les processus, sur les hommes, sur les outils. Et je vais pouvoir, au final, apprécier effectivement la performance du service. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement ? À l'inverse d'Alain, moi, je vais sur place. Voilà. Mais tu as dit, c'est pas indispensable. Non. Voilà. Tandis que pour moi, c'est vraiment indispensable. Je ne peux pas apprécier l'organisation d'une entreprise sans aller dans l'entreprise, évidemment. Donc je vais, moi, faire une véritable immersion dans le service paye. Et je vais travailler concrètement à la réalisation du diagnostic des processus. Donc je regarde et j'observe comment les gens font, comment ils font les différentes tâches, avec quoi, comment,
Est-ce qu'il y a des vides, des omissions, des contrôles qui manquent? Est-ce qu'ils s'y prennent de la façon la plus efficace possible, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, et à chaque moment je me demande, est-ce que je ne pourrais pas faire autrement pour effectuer cette partie-là? Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement? Et est-ce que, effectivement, ce qui est fait est pertinent? Parce qu'au service paye, comme ailleurs, on a encore des tâches qui sont effectuées qui ne servent plus à rien, qui avaient une efficacité ou qui avaient un rôle dans le passé, qui ont été modifiés parce qu'il y a eu la mise en place de la DSN, parce qu'on a mis en place d'autres choses. Donc on fait encore des contrôles, ou on fait encore un certain nombre de tâches qui ne servent, entre guillemets, à rien. Donc qu'il faut peut-être éliminer, par exemple. Donc, je déroule comme ça l'ensemble des processus. J'essaie à chaque fois de voir, effectivement, s'il y a des manques, s'il y a des risques. Je vais répertorier, évidemment, ces risques dans une matrice des risques et je vais essayer de proposer des solutions pour éliminer ou limiter ces risques. Je vais aussi faire quelque chose de très important, qui est l'analyse des responsabilités entre les services. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la paye est un peu, elle est responsable de la qualité de la paye, mais elle est un peu responsable de tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur dans un bulletin de paye, c'est la paye. C'est vrai. C'est la paye qui l'a mis en évidence dans la paye. Mais ce n'est pas forcément la paye qui est en cause. C'est rarement la paye qui est en cause, d'ailleurs. C'est souvent parce qu'on lui a transmis une information qui était erronée, on lui a fourni hors délai, on lui a fourni une information insuffisante, ou on ne lui a rien fourni du tout, d'ailleurs. Donc, évidemment, la paye est fausse. Mais ce n'est pas sur le sujet de la paye qu'il faut aller chercher la solution, mais c'est bien sur le sujet de l'organisation, effectivement, et des responsabilités dans l'entreprise qu'on va pouvoir apporter des améliorations. C'est parce que le manager n'a pas transmis une information concernant une prime. Il a accordé à son salarié une prime, mais il a juste oublié d'en parler à la paye. Très classique. Ou dans le planning de gestion des temps, il a oublié de mettre des congés payés, il a oublié des prises de RTT, où le salarié, la personne était malade, est en milieu thérapeutique, par exemple, dont tu as parlé tout à l'heure, sauf que dans le planning, on n'a rien changé. Donc le logiciel, il continue à lui décompter une journée, par exemple, alors qu'en fait, la personne a travaillé à mi-temps. C'est une demi qu'on devrait lui retirer. Un exemple. La personne a changé de cycle horaire, on n'a rien changé dans la gestion des temps. Donc avant, elle était de nuit, elle avait une prime de nuit, maintenant les 2 jours, elle a une prime de nuit. Voilà, par exemple. Donc, tout cela, pour moi en tous les cas, n'est pas de la responsabilité de la paye. C'est la responsabilité, effectivement, du manager, de la personne qui va saisir les temps, qui va valider les temps, qui va transmettre des informations erronées. Donc, moi, je vais chercher bien en amont, bien loin quelquefois, effectivement, par rapport à la paye, l'erreur qu'on trouve effectivement dans la paye. Donc, on est totalement complémentaires, effectivement, avec un dans notre approche. Et je vais regarder aussi si, effectivement, la paye, la GTA, sont adaptés aux besoins de l'entreprise. Est-ce que les entreprises grossissent rapidement ou par fusion, rapprochement d'entreprises ont une taille importante? Elles avaient un outil de paye qui était dimensionné pour leur taille ancienne et qui ne l'est plus aujourd'hui, donc qui manque un peu de capacité et qui ne sait pas gérer des cas un peu particuliers. Idem en matière de gestion des temps, on peut avoir un outil très simple de gestion des temps à qui on demande trop de choses. Donc il faut peut-être l'actualiser. Je vais identifier donc au travers de la rédaction de la matrice des risques que je vais réaliser donc un certain nombre d'axes de progrès et lister des pistes d'amélioration. Donc mon objectif
dans l'audit d'organisation, c'est d'aboutir sur un plan d'action concret et de dire à l'entreprise, voilà ce que j'ai observé, voilà effectivement vos points faibles. Et là, je propose que pour limiter ces points faibles, on mette en place ceci, cela. Voilà. Évidemment, notre rôle est souvent, une fois qu'on a rédigé notre rapport d'audit et présenté notre plan d'action au client, fréquemment de l'accompagner dans une seconde phase, effectivement, de mise en œuvre des recommandations, effectivement, que l'on a fait dans notre plan d'action. Voire plus loin, je suis en train d'accompagner une entreprise pour qui j'ai fait un rapport d'audit. J'ai fait une première étape, effectivement, d'accompagnement sur la mise en place du plan d'action. Et nous sommes en train de faire une troisième étape qui est, par exemple, la mise en place de nouveaux outils. On est en train de faire évoluer la gestion des temps. Donc moi, je travaille beaucoup avec le service paye, bien évidemment. C'est normal. DRH, RRH, mais aussi, surtout, avec les opérationnels. Les opérationnels, ce sont les managers, ce sont les assistantes qui saisissent les temps, ce sont les pilotes qui sont dans l'usine et qui vont saisir ou collecter les temps, effectivement, des gens qui travaillent sur place. Ce sont eux qui vont me remonter, déjà qui vont me dire, je vais pouvoir apprécier si la manière dont on leur demande de collecter des temps, de saisir, est correcte. Quelquefois, on a mis en place des outils efficaces pour la paye, mais extrêmement contraignants pour les utilisateurs. Et là, il y a des progrès à faire, effectivement. Et on peut faire adhérer, peut-être un peu plus, à mon sens, les utilisateurs de ces outils, s'ils sont plus simples pour eux, tout en répondant toujours à la même problématique au niveau de la paye, transmettre des informations fiables. Donc, des efforts à faire là-dessus. Et si on met en place des outils qui sont plus agréables, simples, il suffit de faire 2 clics pour mettre des temps, par exemple, plutôt que saisir des codes qui sont imbuvables, etc., eh bien, on va peut-être aussi pouvoir demander aux utilisateurs d'être plus efficaces. Ils vont mieux participer, ils vont mieux comprendre pourquoi cette gestion des temps est essentielle pour la qualité de la paye au final. Il y a de gros problèmes de communication, effectivement. Le service paye a été longtemps et toujours complètement marginalisé dans l'entreprise. D'accord ? C'est un service bien fermé, en règle générale, isolé complètement du fonctionnement. Et c'est dommage. Il a besoin de s'ouvrir et il est nécessaire désormais qu'il s'ouvre parce que, effectivement, ça va très vite dans l'entreprise. DSI, service informatique, à chaque fois qu'ils vont intervenir sur les outils internes, et puis prestataires externes. Vous qui avez parlé tout à l'heure de la qualité de votre prestataire externe sur certains points. Évidemment, on va s'intéresser à la qualité de sa prestation. Est-ce qu'il fournit des outils qui sont cohérent pour l'entreprise? Est-ce que sa prestation est de qualité ou pas, ou est-ce qu'il n'est pas à la hauteur des besoins de l'entreprise? Et on va donc le rencontrer et visualiser ce qu'il fait. Est-ce qu'il sait maintenir son système correctement? C'est important, évidemment, parce que il y a... compte tenu de toutes les évolutions dont nous venons de parler, beaucoup de maintenance à faire et ils ne suivent pas toujours, ils ont un peu de mal à suivre ces évolutions législatives. Et si, par exemple, le prestataire, vous considérez qu'il fait mal son travail, qu'il ne répond pas aux besoins de la société, vous allez nous conseiller un autre prestataire ou vous allez simplement donner votre avis en oui, non, gardez-le pour faire un peu... Alors, je vais vous dire oui, non, ce que j'en pense, effectivement. Et je ne vais pas vous donner un prestataire, je vais vous donner une liste de prestataires qui semblent, pour moi, répondre, effectivement, à votre besoin, dans un premier temps. Si ensuite, vous me dites, non, je souhaite être accompagné dans la recherche d'un prestataire, oui, nous pouvons le faire. Et à ce moment-là, nous allons étudier, on va rédiger un cahier des charges qu'on va présenter à 3 ou 4 prestataires. Et effectivement, on va vous aider, si vous le souhaitez, à choisir
le prestataire qui répond mieux à votre besoin. Hein. Mais sur la base d'un cahier des charges, nous ne préconisons jamais un seul prestataire. Donc un petit exemple de ce qu'est un diagnostic par processus, hein, ça ne vous parle peut-être pas. Par exemple, un processus d'embauche et création d'un salarié dans une base de gestion RH, eh bien, je vais décrire par exemple ce sous-processus, en fait. Quel est son objectif, hein. L'objectif, eh bien, c'est de collecter des informations. Et évidemment, quand je crée un salarié et que je collecte des informations à l'entrée du salarié, c'est absolument essentiel, puisque ces informations, elles vont le suivre pendant toute sa vie dans l'entreprise. Donc si j'ai une erreur à la base dans mon dossier salarié, elle risque de se répercuter. Je peux très bien ne pas l'avoir, d'ailleurs. Et puis, peut-être, quand il va quitter l'entreprise, je vais me rendre compte que sa date d'ancienneté est complètement erronée, ou je ne vais pas m'en rendre compte, d'ailleurs. Et puis ensuite, j'aurai un litige avec le salarié qui va contester le calcul de son indemnité parce qu'on ne lui a pas mis la bonne date d'ancienneté, tout simplement. Donc la qualité du dossier est importante. Et dans l'entreprise donc, qui est observée, effectivement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de constats, un processus manuel, des pertes de temps, pas de suivi, pas de formalisation, pas de supervision. C'est-à-dire qu'on peut créer un salarié dans la base sans que personne dise « OK ». Tout de même, un petit problème. Pas de validation. Hein. Et évidemment, le constat, c'est de dire quel risque on voit. C'est que l'exhaustivité des informations, effectivement, n'est pas assurée. Hein. On n'est pas sûr qu'il y ait tout dans la fiche salariée. Et puis surtout, on n'est pas sûr que ce qui a été saisi est correct et validé par l'entreprise. Donc, il y a des risques, bien sûr. Le risque de payer un salarié, parce que je dis qui n'intègre pas son poste, puisqu'on ne valide pas physiquement qu'il est bien présent. Le risque de ne pas payer un salarié qui a pris son poste, parce que son dossier salarié, tout simplement, il n'a pas été créé. Alors, ce risque-là, il va durer moins longtemps, parce qu'on imagine qu'il va venir toquer à la porte en disant « Et moi, mon salaire ?» Donc, c'est moins, entre guillemets, grave, hein, mais néanmoins, ce n'est pas logique. Effectivement, un salarié, ne serait-ce que pour l'image de l'entreprise, un salarié qui arrive dans l'entreprise, il est tout à fait logique qu'en fin de mois, il ait son bulletin. Hein. Et juste, si possible. Voilà. Alors, un autre exemple, de matrice des risques. On va observer à chaque fois, là encore, on travaille sur un sous-processus, qui est le sous-processus des arrêts de maladie. On va regarder qu'est-ce qui peut se passer à chaque étape, effectivement. Est-ce que j'ai un risque de perdre le document? Est-ce que j'ai un risque de ne pas l'envoyer au service qui en a besoin? Par exemple, dans ce cas-là, il y a un médecin dans l'entreprise et chaque arrêt de travail doit être transmis au médecin de l'entreprise. Eh bien, je peux oublier, ce qui peut avoir une incidence, évidemment, si le salarié a un arrêt de maladie ou un accident du travail d'une certaine durée. Il faut qu'il ait une visite lorsqu'il reprend. Bon, si la respire, on ne va pas répondre au formalisme et à l'obligation. Ça peut avoir des conséquences. On peut tout à fait rater dans cette structure un arrêt de travail parce que l'arrêt de travail, s'il n'est pas saisi en son temps, si les informations de la gestion des temps sont remontées dans la paye, et une fois que ces informations sont remontées, si derrière je reviens ressaisir un arrêt dans ma gestion des temps, comme la gestion des temps ne balaye que le mois, si je l'ai saisi hors période, tranquille, cet arrêt de travail ne sera jamais décompté de mon bulletin de paye puisqu'il ne sera jamais remonté dans la paye, par exemple. Un gros souci, ça. Voilà. Donc, voilà par exemple les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer. Et là, c'est en observant donc, toutes les étapes du processus, vérifiant effectivement qu'il n'y a pas un manque. Et on va donc préconiser des actions à mettre en place. Et ces actions, évidemment, on les centralisera ensuite dans le fameux plan d'action dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà notre méthodologie. Donc, moi, je pars,
contrairement à Alain, qui a, j'ai envie de dire, une démarche structurée, qui sait très bien qu'il va observer tel et tel et tel élément dans la paye. Moi, je pars un peu tout azimut, en fait, sans vrai fil conducteur, entre guillemets, hein, puisque je vais m'adapter effectivement au processus, au sous-processus de l'entreprise et voir effectivement s'ils sont corrects ou pas. Mais moi, je ne peux pas dire bon, pas bon, juste faux. Hein. Pour moi, effectivement, c'est l'appréciation de la façon de travailler de l'entreprise par rapport à ses besoins qu'à chaque fois, je vais essayer d'apprécier. Donc, qu'est-ce qu'on me donne pour démarrer ma mission ? Bien évidemment, les procédures écrites, s'il y en a, des fiches de processus. Et puis, s'il y a un cahier d'analyse, par exemple, de la gestion des temps, un cahier d'analyse de la paye, je vais essayer de récupérer ces éléments pour pouvoir, là encore, apprécier le degré d'automatisation de l'entreprise, comment on a paramétrer cela, est-ce que c'est logique ou pas ? Et puis, je vais donc dans le détail regarder la paye, quelles fonctionnalités de la paye on utilise. Pas exhaustivement tous les outils de paye, mais j'ai quand même un certain paquet. Qu'est-ce que je fais ? Je prends, par exemple, la documentation du logiciel. Je regarde la liste des fonctions. D'accord ? Je regarde ce qui est utilisé ou pas. Avec surprise quand je dis « Vous utilisez ?» Pardon ? Bon, je sais que non. La réponse est non. Si on ne sait même pas le nom, c'est qu'on ne l'utilise pas. D'accord ? Voilà, c'est clair. Pas la peine d'aller au-delà. Donc, je vais regarder effectivement dans la paye, dans la gestion des temps, dans le portail, ce qui est utilisé. Est-ce que l'entreprise pourrait faire mieux par rapport à cette utilisation ? Et ensuite, je vais approfondir les fonctions. Donc, les missions d'audit d'organisation peuvent être, pour le coup, extrêmement variables en termes de temps. Ça se situe dans une entreprise de moyenne taille à peu près entre 5 et 10 jours, sur une durée de 2 mois, parce que, effectivement, moi, je vais étaler un peu les choses pour me laisser le temps aussi du recul, d'apprécier, de pas réagir à chaud à ce que je vois, et de prendre le temps de le formaliser. Ça peut aller jusqu'à 20-30 jours, effectivement, dans une entreprise de plus grande taille. Aujourd'hui, on est de plus en plus également sollicité sur des CSP, des centres de services partagés, qui ont effectivement mis en place ce type d'organisation et qui n'ont pas forcément changé leur mode de fonctionnement. On a calé souvent l'organisation précédente sur le CSP. Or, ce qu'on fait par un gestionnaire de paye qui fait la paye de A à Z, je ne peux pas l'organiser de la même façon si je suis dans un CSP où l'un fait effectivement gère la maladie, l'autre gère les congés, l'autre gère, etc. Et où j'ai dispatché effectivement mon organisation. Donc là, il y a beaucoup de réglages sur l'organisation à faire. Et donc, ça peut être des missions d'une durée un peu plus importante. Alors, quelques exemples de préconisations quand on fait ce type de mission. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai dit le suivi de la mise en place de suivi par exception, c'est-à-dire apprendre à raisonner autrement et avoir une identification des risques plus précise, justement, sur ces exceptions. Modifier, simplifier des processus existants. La maladie, là encore, on se rend compte qu'avec la DSN événementielle, dans l'entreprise, on n'a rien changé. Ça veut dire qu'on a juste mis une obligation de plus. Donc, dans certains cas, on saisit 5 à 6 fois la maladie. Alors, une fois dans la paye, une fois dans la DSN, une fois dans le fichier Excel, une autre fois dans l'autre fichier Excel parce que on veut vérifier les indemnités journalières, on veut vérifier que le salarié il est toujours dans sa période d'indemnisation parce qu'il a droit à un complément à maintien de salaire pendant 90 jours. Voilà. Après, on peut le faire dans un tableau de suivi où on suit toutes les maladies. Et hop, je saisis sur Excel. Voilà. Bon, ça, on ne peut pas dire que ce soit le plus performant.
Je ne parle pas du mail qui informe le manager que le salarié est malade. Et puis de lui qui va ensuite aller dans la gestion des temps, dire « Ah oui, tu es malade du 1er au 15 », alors on ressaisit l'information. Je ne vous explique pas le nombre de fois, 5, 6 fois, voilà, avec forcément un risque d'erreur, parce que quand on est 6 à saisir une même information dans différentes bases de données, forcément, il y a des moments où ça ne se recoupe pas. Voilà. Donc là-dessus, il y a des gains de temps, et il y a aussi, évidemment, des risques d'erreur. On va éliminer des risques d'erreur si on est capable, effectivement, de simplifier, de revoir ces processus. On est encore, dans beaucoup d'entreprises, à la transmission de l'arrêt de travail papier. Quand je dis l'arrêt de travail papier, il arrive dans un service, il est saisi, il est rangé provisoirement, puis il va être rangé concrètement dans le fichier, dans le dossier du salarié en fin de mois. Vous avez vu le nombre de manipulations, là, on est au moins déjà à 4 fois de manipulation de l'arrêt de travail. Alors que, on pourrait peut-être, quand l'arrêt de travail arrive, le scanner, il circule, tous les gens qui ont besoin de l'arrêt de travail, eh bien, on va l'utiliser sous sa forme dématérialisée, et il arrive, il est rangé dans un classeur, on le prend une fois, on le met définitivement dans un classeur, des arrêts de travail du mois, de l'année, peu importe, et il n'en ressortira pas. Et puis demain, si on a besoin d'aller rechercher l'arrêt de travail, eh bien, on peut toujours le scanner, l'archiver, pour le coup, dans le fichier, dans le dossier informatique du salarié. Donc, il y a des procédures, des choses à mettre en place qui gagnent du temps. Là-dessus. Gestion de la prévoyance, c'est pareil. Le même arrêt, on va le ressortir, on va le photocopier pour l'envoyer à la gestion de la prévoyance, accompagné d'autres pièces. La mutuelle. Ces deux sujets sont souvent des sujets de... Il y a 3 sujets problématiques dans l'entreprise, indemnité journalière, prévoyance et mutuelle. Et on boucle. Parce que ce sont des sujets sur lesquels on est tout le temps en décalage. Pourquoi ? La mutuelle, là, c'est facile. Le salarié, un salarié est en congé de maternité, par exemple, elle continue à bénéficier de sa mutuelle, donc elle va avoir, si l'entreprise continue à payer sa mutuelle pour elle, eh bien, elle va avoir un bulletin de paye négatif. Pour éviter ça, on va dire à la salariée, rembourse-moi la mutuelle tous les mois. Donc il va falloir suivre au niveau comptable qu'elle a bien fait le chèque de la mutuelle. Pour peu que la mutuelle n'arrête pas le salarié en cas de départ sur le bon mois, il va y avoir 1 mois de décalage. Moi, je l'ai arrêté dans la paye à un moment, un autre moment. Enfin bon, j'en passais des meilleurs. C'est toujours un sujet où il va y avoir des pointages et surtout il va y avoir friction entre le service financier et la paye. Parce que le service financier ne comprend pas pourquoi la paye ne gère pas correctement les choses par rapport effectivement à la mutuelle. Donc là-dessus, des améliorations apportées. On va pouvoir paramétrer évidemment souvent de nouvelles rubriques de paye pour automatiser les calculs. Primes, par exemple, les primes qui sont encore dans beaucoup d'entreprises calculées manuellement avec des fichiers Excel. Où là aussi, eh bien, on peut souvent, en réfléchissant un peu et en utilisant au mieux les capacités des outils de paye, les automatiser. On va proposer souvent dans les entreprises d'écrire des procédures, d'écrire des modes opératoires qui n'existent pas. Il y a un risque important, il y a un risque de turnover important dans les services paye. Et surtout, il y a un risque important, c'est que le gestionnaire ou la gestionnaire de paye quitte l'entreprise sans rien avoir écrit. C'était tout dans la tête, je suis d'accord avec vous. Et puis surtout, tout dans sa tête et que dans sa tête. Que dans sa tête. Donc on a un certain nombre d'entreprises où on a un risque majeur que la paye ne puisse pas être faite à la fin du mois parce que la personne est partie ou la personne est malade et personne ne sait faire la paye. Ce qui est quand même très gênant. Et très fréquent, absolument, très fréquent. Donc
Donc ça, évidemment, c'est au travers d'écriture de procédure, on va pouvoir quand même consigner voilà, au moins l'essentiel, même si tout ne peut peut-être pas être mis par écrit, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On va quelquefois proposer d'externaliser la fonction paye, ça arrive. Parce que effectivement, voilà, ça ne justifie pas les moyens qui sont en place, par exemple, soit sont insuffisants, et à ce moment-là, on va trouver de l'aide à travers de l'externalisation, soit au contraire, la fonction paye n'est pas suffisante pour, entre guillemets, permettre d'avoir une personne, ou enfin, des effectifs en face. Là, vous avez proposé des grandes structures, ou des petits cabinets, ou c'est en fonction de la taille de la société que vous proposez? L'externalisation ? Ouais. Alors, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, oui. Par exemple, j'ai fait une mission l'an dernier dans une entreprise qui avait environ 80 salariés. Il y avait comme une DRH, une assistante RH, et une personne qui s'occupait de la paye, gestionnaire de paye. Voilà. C'était pas mal. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, la DRH me dit on ne s'en sort pas, il va falloir recruter. On va voir. J'étais pas convaincue. 80 salariés, vu la structure, d'emblée, quand on connaît un peu la paye, on se rend bien compte que c'est plutôt un peu surdimensionné plutôt que sous-dimensionné. D'accord ? Derrière ça, la responsable de paye n'avait pas la compétence. La gestionnaire de paye n'avait pas la compétence. Donc effectivement, en plus, pendant la mission, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et bien là, effectivement, on a pris la décision d'externaliser, peut-être temporairement, mais pas là pour le coup, plus de gestionnaire paye et pas pendant un certain temps. L'externalisation, là pour le coup, me semblait la solution. Personnellement, je ne suis pas favorable à l'externalisation de la fonction paye, l'externalisation systématique de la fonction paye, parce que effectivement, il faut toujours, en tout état de cause, que dans l'entreprise, il y ait un relais. Le gestionnaire, l'externalisation, elle est pour générer du bulletin de paye. Mais quoi que je fasse, il faudra bien toujours que j'ai dans l'entreprise une organisation pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des congés, quelqu'un qui s'occupe des RTT, des heures supplémentaires, enfin de toutes les variables de paye qu'il va falloir intégrer dans la paye. Donc l'externalisation est surtout sur la partie calcul de la paye. Pour avoir fait des deals, je pense que ça dépend de l'organisation. Parce que j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable. Nos clients étaient des gros, des petits, des moyens. On leur donnait un fichier Excel, ils leur enseignaient, après on faisait du contrôle. On était plus réactifs que là au club. Alors d'accord. Par contre, si c'est des petites structures, le fichier Excel va parfaitement. Mais lorsqu'on est dans une structure plus importante, où on a des cycles, dès qu'on a des cycles de travail spécifiques, évidemment, si vous n'avez que des administratifs, ou des gens qui sont tous à 35 heures, qui travaillent tous avec un horaire unique, etc., ça va être relativement simple. Dès qu'on va avoir des entreprises qui ont des cycles de travail, qui ont effectivement des heures à payer, parce qu'elles dépassent les horaires journaliers, là, sans gestion de temps, c'est pas possible. Par exemple, des intermittents, des choses comme ça. Là, c'est impossible. Donc effectivement, moi je dis, quand je qualifie l'entreprise, je dis une structure simple, une structure moyennement complexe ou une structure très complexe. Et dès qu'on a effectivement ce type de choses, là, la gestion des temps est indispensable. Voilà. Mais oui, je suis d'accord, si on a 10 salariés, le fichier Excel, c'est parfait. Non, on en avait 3. Ça suffit. Voilà. Alors, ça a ses limites. Enfin, Excel a... On avait le logiciel aussi de paye qui nous aidait. Voilà. Alors, vous aviez peut-être un système qui avait été paramétré, conçu, voilà, à l'époque. Voilà. Pour moi, ça dépend de l'organisation des outils. C'est ça. Donc, après, tous les outils sont possibles. C'est vrai que moi, j'essaie de rester sur des outils du marché. Le spécifique, c'est très bien, mais c'est du spécifique.
hein, il faut le faire vivre. Donc, plutôt, effectivement, travailler avec des outils, voilà, il y a des gens dont c'est le métier, hein, il y a plein de gens qui sont... plusieurs éditeurs qui sont spécialisés notamment dans la gestion des temps, qui sont très connus. Certains sont plutôt très performants dans l'industrie, d'autres dans le service, etc. Mais il y a des gens dont c'est le métier. Donc, puisque c'est leur métier, je pense aussi qu'ils ont une vraie capacité à gérer, hein, les choses complexes. Hein. Pardon, j'avais juste une question au niveau de l'externalisation. Oui. Tout prestataire, toute société qui fait de la paye demande toujours quand même à l'entreprise de valider ses bulletins. Donc il faut toujours bien sûr au sein de l'entreprise. Bien sûr. Eux, ils ne prennent pas la responsabilité. Ils font les payes et après, c'est vous qui avez validé. Vous avez donné votre feu vert. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison. Ça fait partie des clauses contractuelles, hein, pour eux de ne pas s'engager sur la validation des bulletins, parce que s'ils s'engagent, s'ils valident eux-mêmes les bulletins, ils valident eux-mêmes, entre guillemets, les charges sociales, évidemment, lorsqu'il y a un contrôle, eh bien, ils seraient mis en responsabilité, hein, du fait qu'ils n'auraient pas effectivement validé les payes. Hein. Donc, bien sûr, je ne peux pas externaliser la paye dans le sens, entre guillemets, je me débarrasse de la paye. C'est pas possible. Voilà. Hein. Il faut garder, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut garder une structure en interne, c'est indispensable. Hein. Et puis il y a des choses que je ne peux pas gérer. Enfin, le salarié qui vient avec son arrêt de travail ou avec ses indemnités journalières parce que la Sécu l'a pas payé comme il fallait, il va falloir que je lui réponde. Et c'est dans l'entreprise qu'on va lui répondre. Oui. En cas d'externalisation, je répondis, vous ne proposez pas d'outils pour aider justement parce que si on externalise, on n'a peut-être pas forcément cette compétence paye, mais des outils de contrôle pour valider ce qui est fait. Alors, il y a externalisation et externalisation. Si vous externalisez votre paye auprès d'un cabinet d'expertise comptable, il a la compétence pour valider les payes. Et lui va s'engager sur la qualité de la paye qu'il a réalisée. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas, à mon sens, besoin, en interne, d'avoir quelqu'un qui valide les payes. Parce que si vous avez un contrôle URSSAF, s'il a fait des erreurs dans le bulletin de paye, il a une responsabilité. Il a une responsabilité civile, professionnelle, qu'il va faire jouer si, bien évidemment, il a une responsabilité, hein, dans l'erreur. Hein, voilà. Ça, c'est une chose. Quand vous travaillez avec certains organismes, chez qui vous externalisez la paye, je n'ai pas envie de citer de nom, je ne veux pas viser certains et pas d'autres, à ce moment-là, effectivement, dans de nombreux contrats, là ce sont plutôt des externalisations de nombre de payes importantes, dans ces contrats, l'organisme ne s'engage pas sur la validation de la paye. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir des services internes qui s'en chargent. Donc, on a deux niveaux de prestations complètement différents et bien évidemment, on a des prix différents. Hein. Le prix pratiqué par le cabinet d'expertise comptable qui s'engage sur le bulletin est plus élevé, bien évidemment, que le prix qui est pratiqué, hein, par une société qui va faire de l'externalisation de paye sans s'engager sur le bulletin. C'est normal. Le cabinet comptable, on va aussi conseiller. On va aussi faire les procédures. C'est pour ça que... Bien sûr, tout à fait. Merci de défendre ma profession. J'ai fait les deux, j'ai vécu les deux. Si souvent accusée du niveau de ses honoraires. Donc, merci. La différence à l'heure actuelle, je veux changer de boîte entre cabinet et entreprise, donc je le vis tout au quotidien, notamment pour les segments de la DSN qui sont faux. Tout à fait, On ne pose pas de questions aux clients, pas trop, le moins possible, on fait tout de notre côté. C'est vrai. Qu'avec une boîte qui est connue et pour laquelle on paye des millions, non, ils nous demandent tout. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Moi, je suis à l'époque, je suis en train de le vivre. Bien sûr, mais les sociétés, effectivement, qui traitaient traditionnellement de la paye, là aussi, sont dépassées par les événements, sont dépassées par la DSN, par le volume d'informations, effectivement, à transmettre, par
voilà, par tous ces segments qui sont plus des segments de paye stricts. J'ai fait une Hein audit auprès de la Sécu ne sait pas du tout si ça descend de notre entreprise ou de la DSN. Ils ont des salaires, ils n'ont aucun moyen de savoir si c'est vraiment nous ce qu'on a envoyé ou ce qu'ils ont reçu. Mutuelle et Prévence, ils sont en train de commencer à traiter juste les données de cotisation, pas d'affiliation. Tout à fait, ni de bien sûr, radiation. bien sûr. La caisse de retraite, ils sont, je ne sais pas, un peu perdus aussi. Ça va être long, je pense, pour qu'on ait appuyé juste sur la DSN tout tard. Ça va être un peu long. Ah oui, mais il va falloir faire vite. Les prestataires aussi, ils se paramètrent, ils ne savent pas trop. Oui, tout à fait. Et comme tout sujet aussi nouveau, personne n'a d'expérience sur le sujet. Hein, donc forcément, on est moins performant que des sujets que l'on pratique depuis des années, pour lesquels on a la solution immédiate, là non. Et puis, dans la DSN aussi, les règles évoluent. Hein, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas à certains moments qui sont résolues. Donc il faut suivre voilà, l'évolution. Les motifs de fin de contrat qui vont changer. Voilà, tout à fait. Donc tout ça, il faut le suivre. Hein, et effectivement, l'entreprise a quelquefois un petit peu de mal. Hein. On reçoit des fiches de paramétrage aussi en ce moment, ça change tout le temps. Bien sûr, sans arrêt. Il y a une nouvelle fiche de paramétrage. Absolument. De retraite ou de Bien sûr, prévoyance. bien sûr. Voilà. Hein. Donc après, voilà. Ce sont des petits organismes, hein, à l'inverse de l'URSSAF qui a mis en place la DSN et qui a le poids pour faire. Les organismes de retraite et les organismes de prévoyance sont globalement il y a une multitude d'organismes qui sont plutôt des organismes de petite taille et qui avaient chacun leur système d'information. Et il a fallu faire rentrer la DSN dans le système d'information de chacun. Mais il y en avait qui étaient encore à l'état papier. Voilà. Donc, ça a été un peu à marche forcée, là, hein, pour eux. Et il faut reconnaître que, bah oui, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Mais pour lire ça, c'est pas si évident que ça. Parce que moi, ils m'ont appelé pour faire des stats. Et c'est vrai que pour eux, moi, ce que j'envoie dans la DSN, des fois, ils n'ont pas la même chose que ce que j'envoie. Bien sûr, bien sûr. Donc, même Bien eux, sûr. ils sont un peu perdus. Bien sûr. Pourtant, nous, ça fait depuis 2015 qu'on envoie les Bien sûr, mais tout à fait. Donc, c'est vraiment... Tout à fait. Et c'est mieux. Ah, ce sont quand même les plus en avance sur le sujet. Hein, et quand même les plus performants sur le sujet, pour l'instant. Ou peut-être que nous, on sait comment... C'est gentil. pallier. Voilà. Hein. Donc, là-dessus, voilà. Et quelquefois, donc, voilà. Il est rare que je préconise l'externalisation, mais il m'arrive effectivement de le faire. Hein. Mise en place d'outils, formation, évidemment, très souvent, je pense au problème de requêtage. Effectivement, si on veut, entre guillemets, faire parler les outils de paye, eh bien, il faut savoir extraire les informations. Et il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Hein. On n'a pas formé les utilisateurs aux outils correctement. Donc, ils ne savent pas son service, ils ne savent pas faire une requête, ou ils savent faire une requête brute. Et bien, à chaque fois qu'ils vont extraire le fichier, ils vont refaire la mise en forme, ils vont refaire le tableau croisé dynamique, ils vont, enfin, bon, etc., etc. Des pertes de temps énormes par rapport à cela. Hein. Voilà. Mise en place d'outils de reporting, d'analyse des anomalies, là encore. Dans beaucoup de services paye, on ne sait pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Je dis autrement, pardon. Attention à ce que je dis. Non, on ne sait pas, par exemple, que si je pose la question dans un service paye, combien il y a de payes fausses par mois? Mais on ne sait pas me répondre. Quelles sont les sources des anomalies? On ne sait pas me répondre. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants, voilà, de mettre dans un reporting mensuel pour progresser. Hein. Donc voilà. Et puis aussi, quelquefois, on va proposer suivre, de coacher le responsable de paye pour effectivement le changement, faciliter le changement. Voilà. J'ai la conclusion trop vite là. Voilà. Alors, quels bénéfices vous pouvez attendre d'un audit d'organisation? Eh bien, la première chose, j'ai dit depuis le départ, un plan d'action et un plan d'action concret, pas des grandes phrases, une liste directe de contrôle, de moyens qui pourront être mis en œuvre pour améliorer effectivement la situation du service. Donc, des pistes d'amélioration, un positionnement. Vous allez pouvoir dire, ben voilà, moi, où j'en suis par rapport aux entreprises de mon secteur,
hein. Est-ce que je suis en retrait? Est-ce qu'au contraire, je suis plutôt en avance, hein? On a souvent tendance à mal se juger. Et quelquefois, effectivement, l'entreprise est plutôt pas si mal que ça. Un œil extérieur, on ne sait pas, on a du mal, hein, à apprécier son organisation. Donc là, c'est notre rôle. Bien évidemment, hein, tout comme l'audit de conformité, là on se rejoint, réduire les risques, hein. Alors on ne va pas chercher les mêmes risques, hein, mais il y a aussi des risques liés évidemment à l'organisation de l'entreprise, hein, plus de productivité, plus d'efficacité, et là, il y a encore des marges, hein, importantes de progression dans les entreprises, hein, pour effectivement réaliser la paye plus vite, tout aussi avec le même degré de précision. Il y a des choses à faire. Clarifier les rôles entre le service paye, les RH et les opérationnels, c'est important. Chacun a sa part de responsabilité et elle s'arrête à un certain stade. Donc il faut que chaque acteur connaisse bien, hein, quel est son rôle, hein, dans l'organisation. Ce n'est pas que la paye qui est responsable d'eux. Voilà. Et globalement, on peut attendre, hein, de l'audit d'organisation une plus grande implication évidemment des équipes de paye, meilleure qualité de travail. Et plus les gens, plus les responsables de paye auront effectivement une qualité de travail, moins il y aura de turnover, moins il y aura de démotivation, entre guillemets, de ces équipes qui souffrent parce que le changement est un peu à marche forcée depuis quelques années, hein. Il faut suivre, hein. Ça n'a pas été une volonté de changer, le changement a été imposé au travers notamment de la DSN, hein, et de toutes les réformes qui sont intervenues. Et on aura évidemment la même chose avec le prélèvement à la source. Donc ça n'est pas la même perception des choses lorsqu'on décide de changer et lorsqu'on nous impose le changement, bien évidemment. Et puis, aussi, ce qui est important pour moi, c'est aussi ouvrir les équipes vers d'autres outils. On ne connaît pas, et c'est normal, on fait la paye, donc vous ne connaissez pas dans l'ensemble les outils qui sont sur le marché, hein, leurs capacités, et c'est aussi notre rôle d'apporter un certain nombre d'outils nouveaux qui aident, hein, effectivement à mieux traiter effectivement ces opérations de paye. Donc voilà, donc on l'a vu, hein, à travers cette matinée. La paye, effectivement, comme indiqué, là, c'est une subtile combinaison de process, d'hommes, d'outils, de prestataires, avec les points faibles et les points forts de chacun de ces intervenants dans l'élaboration donc, de la paye, et d'où l'importance pour une entreprise, hein, j'en pense et on en est certain, en fait, d'être sûr en fait, de son équipe, de ses outils, de tous ces éléments, puisque les risques sont nombreux, sont importants, sont majeurs quelquefois, concernant donc l'élaboration de la paye. Donc, tu veux intervenir peut-être? Ah bon. Donc Merci.